Bienvenue dans la bande AD+. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui dans la superbe ville portuaire de Vannes en Bretagne en direct du village de l'Ultramarin, un événement qui n'a cessé de gagner en popularité depuis sa création en 2015 avec notamment le Grand Raid du golfe du Morbihan, une épreuve de 175 km pour 1430 mètres de dénivelé. Alors, c'est pas beaucoup, me direz-vous peut-être. On est effectivement loin d'un ultra-trail de montagne, mais c'est l'une des spécificités de cette ultra-trail. En bord de mer, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais du coup, on court tout le long. Ce sera d'ailleurs l'un des sujets phares de cette 6e émission de la bande AD+. Alors, je suis ici dans le port de Vannes que vous pouvez voir derrière moi, mais comme d'habitude, je suis accompagné virtuellement par 4 grandes personnalités du monde du trail. Celui que l'on surnomme la voix du trail d'abord et qui a donné de la voix il y a quelques jours à Chamonix dans le cadre du marathon du Mont Blanc, Ludovic Collet. Salut Ludo. Salut Nico, ça va? Ça va très très bien, il fait beau, il fait chaud, il y a un petit vent léger, c'est parfait. Par un montagnard qui a la Savoie et le D+, tatoué sur le cœur, Hugo Ferrari. Salut Hugo. Salut à tous. Allez, là, on a un petit temps un peu capricieux. Ah oui, c'est plus capricieux de ton côté. C'est la montagne, tu vois, c'est en Bretagne qu'il faut venir pour le beau temps. On est accompagné également aujourd'hui par l'une des championnes de cet ultramarin, double vainqueur du raid. Ça ne s'appelait pas le raid à l'époque, l'épreuve de presque 100 km, Florence Morisseau de la clinique du coureur. Salut Flo. Salut Nico, salut tout le monde. Je sais que tu aurais aimé être là aujourd'hui pour reprendre le départ de cette épreuve que tu aimes tout particulièrement. Et par un gars qui court généralement quelques kilomètres seulement et seulement quand ça grimpe fort, autant dire que l'ultramarin et lui, ça fait deux. Robin Schmitt, des genoux dans le gif. Salut Robin. Salut Nico, effectivement, ouais, je ne suis pas prêt de venir chez toi. Là. Non, il n'y a pas trop de kilomètres verticaux en Bretagne. Et je fais un salut amical aux 4 autres membres de la bande, Sabine Ekström, Corinne Favre, Thomas Laure-Blanchet et Nico Martin qui sont au repos aujourd'hui. Vous écoutez la bande AD+. Au sommaire de ce 6e épisode de la bande AD+, aux accents bretons, est-ce que la course en sentier, sans les montagnes, sans le dénivelé, c'est vraiment du trail? Ce sera la question NAC, la question volontairement polémique de cet épisode. Nous aurons pour l'occasion une invitée de marque, l'aventurière Stéphanie Giquel, vainqueur du Grand Raid du golfe du Morbihan en 2018 et double championne de France de 24 heures. Les coureurs en montagne raillent souvent les trailers des villes et des champs, acculés aux dés plats, en rêvant aux dés+, aux pierriers accidentés et aux vallées alpines. Mais comment s'entraîner pour les trails en montagne avec beaucoup de dénivelé quand on vit et que l'on court dans un plat pays comme Nantes ou Vannes, ici en bord de mer? Et les coureurs de plaine peuvent-ils d'ailleurs rivaliser avec les montagnards? Vous entendrez sur le sujet l'ancien champion du monde de trail et détenteur du record de la traversée des Pyrénées, entre autres Éric Lavry, qui vit et s'entraîne à Nantes sur des côtes en s'entraînant sur des côtes qui ne dépassent pas 15 mètres de dénivelé positif. Et puis on ira en montagne où parfois le ciel menace tellement de gronder que les autorités annulent des courses à la dernière minute. C'est ce que les participants du 90 km du Mont Blanc ont vécu le week-end dernier. Au-delà de cet événement qui n'est pas isolé, je demanderai à Ludo, à Hugo, à Flo et à Robin si, selon eux, les autorités annulent trop facilement les courses de trail, alors que les athlètes sont censés être habitués à courir en plein air et notamment par mauvais temps. Et si les décideurs ont tort ou raison de suivre la ligne très sécuritaire, en sachant que, par ailleurs, le règlement des épreuves stipule généralement qu'en cas d'annulation, les participants ne seront que partiellement remboursés ou pas du tout. 3 rubriques sont également au programme de la bande AD+, aujourd'hui. Le vrai ou faux de la clinique du coureur. Il sera question de mal de dos et de chaussures amortissantes. On vantera la fantastique station de trail du golfe du Morbihan où j'ai eu la chance d'aller gambader cet après-midi. Et puis je donnerai l'occasion aux 4 membres de la bande AD+, à mes côtés aujourd'hui, de nous livrer leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une excellente et agréable émission réalisée à distance et, je le rappelle, en direct par Nicolas Rodi et les productions Arborescence. C'est parti.
Avant de poser la première question pour vous inviter, chers auditeurs, si vous appréciez la bande AD+, à vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée, à nous mettre un max d'étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si le cœur vous en dit, à partager vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, ça vous prend que quelques instants et c'est un super coup de pouce pour nous. La question NAC. La question NAC, vous le savez désormais, c'est la question volontairement polémique, coquine, chafouine. Est-ce que la course en sentier, s'il n'y a pas de montagne ou s'il n'y a pas de dénivelé, c'est du trail? Alors, vous l'aurez compris, je vous pose cette question aujourd'hui parce que je suis à l'ultramarin et que toutes les épreuves sont tracées sur les sentiers du littoral, tout près et autour du golfe du Morbihan. Sans faire injure à qui que ce soit ici, c'est un environnement globalement plat. Le grand raid du golfe du Morbihan, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est 175 mètres de dénivelé et même pas 1500 mètres de D+. Et puis le raid, c'est 100 km pour 500 mètres de D+. Avant de vous donner la parole à tous les quatre, Florence, Ludo, Hugo et Robin, j'aimerais vous faire entendre la réponse de Stéphanie Giquel, à qui j'ai posé la question hier. Stéphanie est une exploratrice polaire et une spécialiste du 100 km et du 24 heures. Elle est d'ailleurs championne de France en titre du 24 heures sur route. Elle a remporté l'ultramarin en 2018. Elle y a participé 7 fois au total et elle était l'une des favorites de cette édition 2022, mais elle est finalement en montagne, en stage à Font-Romeu avec l'équipe de France d'ultrafond, où elle prépare les mondiaux de 24 heures à Vérone. Ce sera en septembre. Est-ce que la course en sentier en Bretagne, c'est du trail comme la course en montagne? Écoutez sa réponse. Les deux formats, c'est du trail, parce que pour moi, le trail, c'est de courir en nature, c'est d'être confronté à la nature. Parfois, il pleut, parfois, on est dans la boue, parfois, on est sur le sable, on court dans les rochers, c'est pas forcément évident. Au Grand Raid du Morbihan, on doit parfois faire face à la marée. Ça veut dire courir les pieds dans l'eau ou faire le choix d'enlever les chaussures. Donc, il y a des stratégies différentes en fonction des coureurs. Donc, tout ça, il faut s'y préparer. On peut être amené à prendre des bâtons, ou au contraire, à courir sans bâton. Ça, en fonction de chacun. Donc, dans les deux cas, on est face à du trail. Maintenant, le trail avec du dénivelé et le trail sans dénivelé ne se préparent pas du tout de la même manière. Donc là aussi, si on veut être performant, on va adapter son corps, faire beaucoup de travail en excentrique si on part en montagne, travailler une allure beaucoup plus soutenue, mais apprendre à courir toute la distance. Et ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, pour le Grand Raid du Morbihan, c'est tout ce que je fais sur le 24 heures, c'est que je peux courir les 177 km du Grand Raid du Morbihan sans ne jamais m'arrêter. Et ça, c'est clairement le 24 heures qui m'aide à cela. Après, on n'a pas la même allure modérée que sur le 24, parce que sur le 24, il y a un peu moins d'obstacles, donc on peut aller encore plus vite sur toute la durée de la course. Maintenant, il faut durer beaucoup plus longtemps. Donc chaque course s'appréhende de manière différente. Une course de courte distance ne se prépare pas de la même manière qu'une course de longue distance. Un 100 km ne se prépare pas de la même manière qu'un 24 heures. C'est vrai aussi du trail. Un trail sans dénivelé ne se prépare pas du tout de la même manière qu'un trail avec du dénivelé. Par contre, je serais incapable de vous dire s'il y en a un qui est plus difficile que l'autre, parce que je pense que les deux sont tout aussi difficiles. C'est juste qu'on adapte son corps de manière différente. Dans un cas, on apprend à courir sur toute la distance. Dans un autre cas, on apprend à progresser vite en nature, qu'on soit confronté à un dénivelé, une côte sur 5 km, qu'on soit confronté à des pentes d'éboulis, peu importe ce à quoi on est confronté, on doit aller vite. Donc, c'est tout simplement différent dans la façon de s'entraîner. Maintenant, si on prévoit 3-4 mois de prépa spécifique, on peut éventuellement passer de l'un à l'autre sur une saison. Quand on fait du haut niveau, il me semble possible de faire un trail en montagne en début de saison et puis un trail sans dénivelé en fin de saison. Est-ce que toi, si tu te prépares évidemment, est-ce que tu es capable demain d'être une grande ultra-traileuse capable de viser des premières places? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, à vrai dire, c'est mon objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sur le 100 km et le 24 qui m'occupe vraiment beaucoup, puisque je prépare les championnats du monde de 100 km. J'aurai les championnats du monde de 24 heures à Taipei en décembre prochain. Donc, je vais rester pour l'instant focalisée sur ces disciplines parce que je me rends bien compte qu'il y a une adaptation du corps et qu'on ne peut pas passer d'une discipline à l'autre et rester performant en passant de l'une à l'autre et en changeant de discipline tous les mois.
Donc déjà, le 100 km et le 24 heures, ce sont deux disciplines qui n'ont rien à voir. Le 100, c'est proche du marathon, que ce soit en type de foulée et aussi en façon de travailler, de s'entraîner. Le 24, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une autre préparation. Donc déjà, passer du 100 au 24, c'est très, très ambitieux. Mon objectif, quand j'aurai fait le tour de ces disciplines sur route et donc de l'athlétisme plus traditionnel avec beaucoup de travail de piste, mon objectif, ce sera d'aller sur du trail en montagne. Oui, je pense, au vu de ce que j'ai pu faire, que ce soit dans le 24 ou dans le milieu de l'exploration, je pense pouvoir adapter mon corps aussi aux efforts en montagne. C'est un autre effort, donc il y aura énormément d'entraînement, c'est une évidence, mais c'est quelque chose qui me plaît et je l'ai évidemment en tête. Mais comme j'ai beaucoup d'autres choses en tête, j'ai aussi des projets d'expédition qui restent dans un coin de la tête et qui ne sont actuellement pas compatibles avec le sport de haut niveau. Parce que là aussi, après certaines expéditions, on est très affaibli. Je pesais 39 kilos après avoir parcouru l'Antarctique. Donc, on ne peut pas forcément atteindre un pic de forme pour une compétition qui viendrait 2 ou 3 mois après. Donc, pour les mêmes raisons, je laisse ces expéditions dans un coin de la tête, comme je laisse certains rêves d'ultra-trail dans un coin de la tête. Mais pour l'instant, j'ai le premier ultra-trail sur lequel je m'alignerai une fois que j'aurai vécu ces expériences de 24 et de 100. C'est évidemment le Grand Raid du Morbihan pour aller baisser mon chrono de manière assez significative. C'est vraiment l'objectif. Je ne pouvais pas le faire cette année avec les mondiaux et les Europes. Super, merci Stéphanie. Merci à toi. J'ai envie de donner la parole tout de suite à Robin, toi qui érige un culte à la montagne. Est-ce que tu places le trail à plat, le trail breton par exemple, sur un pied d'égalité avec le trail en montagne? Alors, j'érige un culte au dénivelé, mais simplement parce que j'habite à Annecy et que naturellement, je vais pouvoir. Ouais, voilà, naturellement, je vais faire du dénivelé et que c'est entre guillemets, c'est mon terrain de jeu. Et j'ai le sentiment qu'on est un petit peu le coureur de l'endroit où on habite. Forcément, quelqu'un qui va habiter au pied du massif de Beldon va devoir bouffer du caillou. Et à contrario, effectivement, quelqu'un qui habite dans le Morbihan va plutôt peut-être développer des capacités de vitesse. On est simplement le coureur dans l'endroit dans lequel on habite. Pour moi, il y a vraiment, alors, pour le coup, elle a vraiment parfaitement résumé. Je pense qu'on peut même s'arrêter là en termes de débat. C'est vrai qu'elle a fait ça bien. Elle a fait ça très bien. On sentait qu'elle avait bien bossé le sujet. Non, mais pour le coup, c'est simplement deux, je ne vais pas dire presque deux sports différents, mais deux façons d'aborder ce sport, cette discipline commune qui est le trail. Finalement, le trail, c'est quoi? C'est courir en nature. Et puis, effectivement, entre une course dans le Morbihan où tu vas effectivement devoir courir tout le temps, mais courir plutôt vite. Et puis, je reprenais l'exemple de Beldon sur l'échappée belle. Là, c'est presque plus du déplacement que de la course à pied. Je ne sais pas si faire des 14 x 400 en préparation, c'est très utile. Par contre, d'aller manger du caillou, de faire du dénivelé, s'entraîner dans les descentes raides, voilà, c'est simplement, on va dire, des foulées différentes. Peut-être mais ça, c'est peut-être Florence qui nous indiquera, mais peut-être, on va dire, une physiologie peut-être un petit peu différente, des muscles qui travaillent différemment. Mais en fait, c'est la même discipline, mais simplement pratiquée de façon quand même un peu différente. Donc, tout est du trail, à mon sens, tout est du trail à partir du moment où ça court en nature ou quasiment exclusivement en nature. Il peut y avoir quelques passages évidemment bitumés pour se ravitailler, mais et c'est à chaque course sa spécificité. Une Western States vaut pas moins qu'une Hard Rock. Voilà, le seul contre-exemple, c'est l'Ecotrail de Paris, bien évidemment. J'allais dire, mais pourquoi il ne parle pas de l'Ecotrail? Ça y est, c'est lancé. Flo, puisque Robin t'a donné la parole, effectivement, il y a une notion intéressante là-dedans, c'est qu'on ne travaille vraiment pas de la même manière. Oui, alors tout à fait, c'est ce qui était soulevé, que chaque trail effectivement a besoin de sa propre préparation. Et c'est sûr qu'un trail comme le Raid du Golfe du Morbihan va privilégier des gens qui sont capables d'avoir des allures soutenues sur le long terme, des profils de coureurs où finalement, que ce soit dans le milieu du peloton, dans le haut du peloton, dans la fin du peloton, ils vont très peu varier leur allure
au fur et à mesure que la distance avance. Alors que c'est sûr que dans un trail de montagne, il y aura des qualités de descendeurs, des qualités de grimpeurs qui vont être requises. Et puis, malgré tout, des qualités de relanceurs et de pouvoir aller vite. On n'est pas sans tous relever la vitesse à laquelle sont courus certains tronçons roulants des trails de montagne pour faire des jonctions entre deux parties en dénivelé positif ou négatif importantes. Donc, c'est vrai que c'est des choses vraiment, c'est deux trails différents, mais vraiment, pour moi, l'esprit du trail, c'est de sortir des routes. Et pour avoir quand même pas mal couru en Bretagne, on peut se laisser quand même surprendre par la difficulté du terrain, par la difficulté climatique. Moi, je me souviens d'une tentative du 170, parce que je l'ai abandonné, le 170, où on était pris par la marée, où certains avaient prévu des chaussons de longe côte et moi, pas du tout. Où finalement, quand au bout de 20 ou 30 km, tu cours dans la marée et tu as tes chaussures remplies de sable, ça complique quand même un tout petit peu la suite des événements. Donc, je crois que les deux font la part belle à l'adaptation, la part belle à l'abnégation, et puis il faut être préparé correctement. Tu n'es pas statisticienne, mais de manière empirique, est-ce qu'on se blesse plus quand on fait du trail en montagne ou du trail je ne sais pas comment dire d'ailleurs, en plaine, du trail en plaine? Ouais, on ne va pas avoir les mêmes blessures en plaine, on va surtout avoir des blessures de répétition. Et c'est vrai qu'on retrouve les mêmes blessures post-raid du golf que chez les coureurs de 24 heures. Par exemple, une blessure qui est la tendinite de la patte doigt, c'est vraiment une blessure de la personne qui a une foulée extrêmement cristallisée qui ne change jamais. Donc ça, c'est terriblement usant aussi. Il faut avoir créé de l'adaptation articulaire, musculaire, tendineuse pour pouvoir supporter cette répétition de gestes extrêmement cristallisés. Alors que quand on va courir un ultra en montagne, on va avoir une espèce de pattern de course qui va en permanence changer. Des moments où on va pouvoir privilégier le travail des mollets et puis économiser un peu ses quadrilles. À d'autres moments, on va monter avec les quadrilles, on va économiser un petit peu son mollet. Enfin, il va y avoir toute cette diversité. Finalement, il y a plus d'équilibre. Exactement. Et en fait, il y a moins de pathologies de répétition sur les trails de montagne qu'on va pouvoir voir sur les trails roulants où les personnes vont courir sans discontinuer. Et d'ailleurs, pour le commun des mortels et le milieu du peloton, une des clés pour finir l'ultramarin, c'est justement cette varier. Et les gens s'entraînent pour se conditionner à faire, dès le début de la course, 25 minutes de course, 3 minutes de marche, 25 minutes de course, 3 minutes de marche. Et c'est quelque part une des conditions pour terminer correctement. Et ce matin, j'étais contente, j'ai croisé un des gars qui a fait le raid l'année dernière, qui a terminé 14e, je crois. Et depuis, il a été embêté avec une blessure de répétition, d'ailleurs. Donc, c'était sa reprise ce matin, tu vois, 1 an après. Il a bien galéré, mais il a été extrêmement performant l'année dernière. Et il avait cette stratégie-là, même à l'avant du peloton, de s'obliger à amener de la variabilité dans sa biomécanique de façon à éviter de tomber dans l'écueil de la pathologie de répétition. Hugo, tu te verrais faire ce genre de trail, l'ultramarin? Peut-être, je pose la question, je n'ai pas regardé dans ton palmarès. Ça se trouve, tu es venu le faire un jour en cachette. Non, absolument pas. Ça t'intéresse Néanmoins, pas? alors attention, Nico, je ne faisais pas encore du trail, que j'ai couru sur les sentiers en Côte d'Armor. Attention, j'étais en vacances dans les Côtes d'Armor, c'était très joli, à Perros-Guirec, avec les rochers roses. Et j'ai couru un petit peu sur ces chemins qui, en fait, ça monte jamais vraiment, mais c'est pas tout à fait plat non plus. Donc, c'est un peu agaçant comme chemin. Heureusement, c'est joli, il y a des belles vues. Et franchement, c'est dur de courir là comme ça pendant. Donc, ça se gagne à quoi? À 12 de moyenne, là, le zinzin, là, le raid. C'est un peu comme on a vu la Western States le week-end dernier. Putain, faut y aller, quoi. À un moment donné, il y avait le témoignage de Ludovic Pomeray qui disait qu'au bout d'un moment, le kilométrage, l'allure au kilomètre, il était à 4,30, puis il commençait à se faire dépasser de partout. Donc, bon, si tu veux, j'ai fait une petite séance de plat ce matin, ça a duré 1h30. Voilà, tu vois, moi, ça me suffit. Ça me suffit, ça me va très bien. Plus, franchement, je tire mon chapeau. Ça te fait pas, là je parle très sérieusement, ça te fait pas rêver ou t'as pas envie de te challenger sur ce genre d'épreuve?
Du coup, Si, pourquoi pas, mais en fait, je vois l'investissement qu'il y a derrière. Donc, si tu veux se challenger, passer 3 mois à modifier complètement ton corps, parce que, bon, quand même, moi, je suis vraiment plutôt axé sur le dénivelé. C'est quand même un gros investissement. On ne va pas y aller juste comme ça. Sinon, comme dirait Florence, bah, c'est la blessure d'usure qui nous pend au nez. C'est un peu comme le marathon. Alors oui, ce serait intéressant d'aller faire un temps sur marathon, mais la préparation, elle fait peur. Alors, bah, écoute, Nico, moi, je te dirais, il faut jamais dire jamais, mais c'est pas trop dans mes plans. On va déjà refaire l'échappée belle une fois. Hein, ça, déjà, c'est un traumatisme à passer. Et on verra après si on va faire le raid du golfe du je t'ai vu Morbihan. tout à l'heure réagir juste le mot caillou semble Ouais, te faire réagir physiquement. Mais tu as non, quand même envie de la refaire. Ouais, je me donne encore 3-4 ans, hein, parce que c'est ardu, hein, le truc. Hein. Et pour en revenir à est-ce que tu vois, c'est du trail, moi je suis comme Robin, je suis tout à fait d'accord. Les mecs courent sur sentier, c'est du trail, point barre. Après, bah, il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de dénivelé. Du coup, tu développes forcément d'autres qualités. Courir à plat pendant longtemps, bah, ça s'apprend. Et puis ceux qui ne comprennent pas, bah, écoutez, engagez-vous sur un 24 heures à plat. Et puis vous nous faites un petit résumé, vous allez voir, c'est particulier. J'avais animé un truc, c'était des 6 heures, ça se faisait beaucoup avant, puis là ça disparaît peu à peu. Et justement, sur des 6 heures, tu as des mecs voilà, qui font un peu du trail avec des nivelés, qui viennent comme ça pour s'amuser, pour essayer. Et ça les fusille, quoi. Ça les pète en deux. Et à côté, tu avais le vieux briscard, tu vois, qui allait pas trop vite au début. Tu te dis, bon, lui, il est pas très fort. Et en fait, il gagne parce qu'il tient le rythme tout le long. C'est différent, mais c'est intéressant aussi. On voit ça quand même. On a peut-être plus vu ça par le passé, mais les vieux briscards qui finissent par remonter les petits jeunes par l'expérience de la gestion de course, c'est vrai aussi en montagne. Ouais, ça marche partout, c'est vrai. Ludo, j'imagine que tu as, enfin, en fait, je dis j'imagine à chaque fois que je commence une phrase, mais tu as été speaker sur pas mal d'événements en montagne. Est-ce que tu as une expérience sur ce genre de trails qui ne sont pas montagneux, qui n'ont pas de dénivelé, et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te fait rêver, triper sur la ligne d'arrivée comme à l'arrivée à Chamonix d'un marathon du Mont Blanc, par exemple? Ouais, c'est complètement différent. Alors, pour déjà répondre à ta question, le trail, c'est quoi? C'est la trace, la piste. Donc, effectivement, tant qu'il n'y a pas trop de goudron, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué, effectivement, c'est du trail. Mais j'ai la chance d'aller animer le trail de Belle-Île. Et j'ai pu voir que les coureurs qui étaient habitués à faire du fort dénivelé, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient souffrir sur le Tour de l'île et souvent, ils faisaient popcorn. Mais si on reprend un petit peu d'histoire, quand on a commencé le trail et qu'on commençait à avoir des champions, ils venaient tous de Bretagne. C'était Christophe Mallardet, c'était David Pasquiot, des garçons qui savaient courir, Guillaume Lenormand, qui lui n'est pas breton. Et puis petit à petit, on a commencé à voir forcément le trail et l'ultra a vraiment pris en montagne et on s'est fixé dans la tête, ouais, le trail, c'est que avec du dénivelé et c'est que forcément en montagne. Et c'est vrai qu'on a vu toute une génération de tracteurs, de gens qui savaient marcher très très vite, relancer, descendre. Dawa nous a montré le premier comment être sur les pointes sur l'avant, et puis Kiki, bien sûr, le cabri. Et puis là, on est revenu à une époque où il faut être vraiment complet, où il faut savoir aussi courir. Et c'est vrai que je dis souvent aux coureurs, bah voilà, être capable de faire un 400 nage libre et un 400 pape, ce n'est pas la même chose. Et il faut essayer d'aller toucher à tout et de savoir courir. Parce qu'on a quand même tendance, et là, bien sûr, je vais faire des grincheux, mais je l'assume, on arrive beaucoup plus maintenant dans le trail à avoir beaucoup de randonneurs sportifs et pas de trailers. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de relancer et qui font tout en marchant. Donc, oui, c'est de la randonnée sportive, mais plus du trail. Si on prend la définition Et du trail, on en revient au problème de la barrière horaire, là. Exactement, mais c'est un tout. Donc, oui, il faut aller courir des courses comme l'ultramarin. Oui, il faut aller faire du dénivelé. Aussi, si on veut être complet, mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour un garçon qui s'appelle Bertrand Colombaton, qui venait de la Clusaz à l'époque et qui faisait du ski de fond et qui est parti pour ses études et puis après, en chemin de vie, vivre du côté de Caen et qui nous a fait 2 fois un magnifique top 10 à l'UTMB en allant s'entraîner autour de Caen et en faisant des blocs montagne. Oui, ça prend du temps. Comme l'a dit Robin, quand on est
au pied des montagnes, c'est un petit peu plus sympa et un peu plus facile pour aller s'entraîner à faire du dénivelé. On en reparlera dans quelques instants avec Eric Lavry qui a signé quelques bons chronos aussi à l'UTMB et à la Diagonale des Fous. Et puis, pour la définition du trail, il y a la définition du trail qui est donnée par l'ITRA, c'est 20% maximum de goudron, et à partir du moment où tout le reste, c'est du sentier en nature, c'est considéré comme du trail. Merci à tous les quatre. Dans quelques minutes, on parlera donc un peu plus technique, un peu plus entraînement pour se préparer au mieux au trail en montagne quand on débarque de notre plaine. Mais avant ça, un grand merci à NAC, partenaire officiel, vous le savez, de la première saison de la bande AD+. NAC, c'est une marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra-endurance. La nouveauté en ce moment, c'est de ces dernières semaines, c'est le mélange pour boissons énergétiques avec 2 goûts, citron vert et pastèque. Pour les spécialistes, il y a pour 2 mesures du mélange qui est dilué dans 500 ml d'eau. Eh bien, ça vous apporte 55 grammes de glucides, 650 mg d'électrolytes, 1300 mg de BCA et 8 grammes de protéines complètes. Vraiment, ça, c'est pour les spécialistes. Je vous laisse aller découvrir tous les produits sur le nacbar.com, NAC à 2A, NAC. Et je vous laisse aussi un petit code promo LBAD+, avec le signe plus, si vous voulez découvrir ces produits et avoir un petit rabais de 15%. C'est l'heure de la rubrique vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux par la clinique du coureur. Je vais faire une affirmation comme d'habitude et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Lorsqu'on a mal au dos, il est recommandé de courir avec des chaussures maximalistes, des grosses chaussures qui amortissent les impacts. Robin, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, je pense que c'est faux parce que c'est toujours les petites astuces de la clinique du coureur qui te prennent à contre-pied. Par contre, il me semble que les chaussures à talons sont recommandées. Un grand talon, je crois 10 cm, c'est excellent pour le dos. Excellent. C'est vrai. Ouais. Je pense que Florence approuve tout à fait ce commentaire. Florence, je ne te pose pas la question, tu as la réponse. Ludo, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quand on a mal au dos, il vaut mieux porter des chaussures, des grosses chaussures maximalistes avec une bonne épaisseur. C'est faux, mais quand on a mal au dos, on ne court pas. On se répare d'abord. Et le dernier vrai ou faux pour Hugo. J'étais sympa, d'habitude, je commence avec toi. Ouais, d'habitude, je me fais avoir à chaque fois. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Je pense que quand on a mal au dos, et c'est valable aussi dans la vie de tous les jours, il faut absolument courir avec des Altra. Voilà, quoi qu'il se passe. Oh, il passe sa promo. Hein? C'est moche. Non. Bah, ça n'a aucun rapport avec mon sponsor, c'est coïncidence. Non, moi je dirais que c'est faux. Comme Robin, je sais que la clinique du coureur ne recommande pas trop ça, je pense. Effectivement, c'est faux. Les chaussures maximalistes, donc c'est pour définir les chaussures maximalistes, je le fais de manière grossière. Elles sont épaisses, lourdes, souvent très rigides, avec souvent également un drop qui est assez élevé. Courir avec des grosses chaussures se traduit par une attaque talon, une cadence de pas faible et une augmentation de la vitesse de force d'impact au sol, ce qui a pour conséquence d'augmenter le stress sur plusieurs parties du corps, que sont l'avant de la jambe, les hanches et le dos. Donc évidemment, s'il y a plus d'impact sur le dos et si vous avez mal au dos, ce n'est pas une bonne idée nécessairement de courir avec des chaussures maximalistes. Vous risquez de les accroître. Avant de finir, je te laisse la parole. Je vois que tu lèves le dos à Hugo. Ouais, il est au courant de ça, Ludo Pomeray? Je pense que oui. D'ailleurs, il a trouvé du pétrole. Il a trouvé du pétrole en Californie. Du coup, il n'y a plus de. Après 50 km, il s'est dit allez, je creuse. Mais 50 km à une vitesse de fou quand même. Je termine quand même mon propos, puisqu'on parlait de chaussures maximalistes, il faut parler de l'inverse. Les chaussures minimalistes, en tout cas les chaussures qui tendent vers le minimalisme, c'est-à-dire des chaussures qui sont à l'inverse, donc plus légères, plus flexibles, qui ont un drop faible ou nul, comme les chères Altra d'Hugo, qui sont peu épaisses, etc. Et ça entraîne généralement une augmentation de la cadence. La recommandation de la clinique du coureur en passant, c'est 180 pas par minute, c'est on va dire un idéal. Et donc une force d'impact au sol qui est réduite, une attaque mi-pied et une augmentation du stress, cette fois sur les talons et les mollets, mais pas sur le dos. Donc, pour plus de détails et plus d'informations plus précises, plus scientifiques que tout ce que je viens de vous dire, je vous renvoie, comme d'habitude, au livre Orange de la clinique du coureur à la santé par la course à pied de Blaise Dubois,
et de Frédéric Berg, publié aux éditions Mons. Le livre, je ne vous le montre pas, mais il sert à supporter mon micro. Ce livre est formidable. Flo, ouais, je voulais juste dire qu'il y en avait 2000 qui arrivaient lundi chez moi. Donc, c'est super, tu me fais la transition. transition. Me faire de la place rapidement, ce serait super. Voilà, c'est ça. Alors, pour faire de la place à Florence, dans son garage, il faut tout simplement précommander ce bouquin en allant sur le site de la Clinique du Coureur. Merci Flo pour la transition. La question Nolio. Allez, on retourne avec notre question et notre Bretagne, notre superbe Bretagne, pour les coureurs qui vivent ici à Vannes ou n'importe où, en ville ou en plaine, et qui ont peu ou pas de côte, peu ou pas de collines à se mettre sous la dent. Comment s'entraîner pour les trails montagneux? Parce que ça nous fait rêver. Je dis nous parce que je suis normand, donc je m'inclus avec les Bretons pour une fois, ou avec beaucoup de dénivelé. J'ai posé la question à Eric Clavry qui ne court pas à l'ultramarin, mais qui commentera les courses en direct tout le week-end avec mon camarade François Pinault de la Planète Trail. Alors, je rappelle qu'Eric Clavry vit et s'entraîne à Nantes, où le D+, est un concept, mais ça ne l'a pas empêché d'être champion du monde de trail en 2011, de faire des top 5, des top 10 à l'UTMB et à la Diagonale des Fous, de battre le record de la traversée des Pyrénées via le GR10, tout en remportant d'un autre côté l'ultramarin et en étant champion du monde du 24 heures. Ce garçon est particulièrement complet. Il est détenteur d'ailleurs du record de France du 24 heures avec plus de 240 km. On écoute Eric. Je lui ai demandé si les coureurs de plaine peuvent s'en sortir en montagne, voire rivaliser avec des coureurs montagnards. Écoutez-le. Quand je prépare un UTMB, il faut savoir que j'ai fait 6e et 8e. Il faut savoir qu'en général, je me laisse la possibilité d'aller faire, on va dire, 2 stages de 4-5 jours en montagne. Ce n'est pas non plus la panacée. Ce n'est pas exceptionnel. Pour moi, mais c'est pas incompatible. C'est pas incompatible et je pense pas devoir être une exception dans le fait de performer en montagne en habitant en plaine. Je vais prendre même un exemple encore plus extrême. Je fais la traversée des Pyrénées, le record que j'ai établi là sur le GR10, donc c'est 890 km et 50 000 mètres de dénivelé positif. 50 000 mètres de dénivelé positif, c'est même pas ce que je fais en 2 ans de pratique de trail habituellement, en comptant les compétitions quand je fais l'UTMB ou autre. Donc c'est vraiment très, très, très peu en termes de volume d'entraînement par rapport à ce que j'ai fait là sur le GR10. Et en plus de ça, je sortais du confinement, je m'entraînais dans mon garage. Donc j'avais absolument pas de dénivelé. Et pour autant, j'ai réussi à faire une performance, sur 10 jours, j'ai fait à peu près 95 km par jour avec 5500 mètres de dénivelé par jour pendant 10 jours, 9 jours et 9 heures. Donc, c'est quand même conséquent. Après, je pense que vraiment la clé pour ça, donc c'est offert à tout le monde, c'est de savoir être inventif, de savoir s'adapter, de savoir rester dans ses convictions et dans ses croyances positives. Et là, je parle en tant que préparateur mental notamment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir confiance en soi, être conscient qu'on peut y arriver et mettre en place les choses pour y arriver. Clairement, quand j'ai préparé notamment la traversée des Pyrénées, j'ai mis en place des choses. J'ai mis en place un travail musculaire de renforcement au niveau des épaules. Alors, tout couillon, donc on était confiné chez moi, j'étais dans mon terrain, donc j'avais mis un élastique de chambre à air et je faisais du renforcement du haut du corps. J'avais passé mes mains à l'intérieur de l'élastique de chambre à air et je mimais une marche rapide sur place en mimant cette gestuelle des bras. Ce qui me permettait déjà de renforcer le haut du corps. Alors, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, je me suis fait un peu moquer, ça ne sert à rien, machin, ceci, cela. Soit, peu importe, les gens pensent ce qu'ils veulent. Néanmoins, ça m'a permis un renforcement du haut du corps. Ça m'a permis une synchronisation entre les bras et les jambes, quelque chose que moi, je ne pratique jamais parce que je ne fais jamais de ski. Un an, il nage assez rarement et on a assez rarement l'opportunité de faire du ski de fond. Donc, moi, ça me permet justement de travailler là-dessus. Et ça, c'est un travail qui est fondamental sur une traversée des Pyrénées parce que le haut du corps, pour équilibrer les efforts entre le haut et le bas du corps, c'est fondamental de le travailler. Donc ça, c'est des choses qu'il a fallu mettre en place, il a fallu être inventif, s'adapter à mon environnement pour mettre ça en place. De la même manière, pour m'entraîner en montagne, je fais la même chose. J'adapte mon quotidien, mes entraînements quotidiens à ce qui pourrait m'être utile en montagne. Alors, ça va être
le bas du corps, la puissance, puisque pour monter, il faut quand même être un minimum puissant. Donc, je vais faire beaucoup de vélo. Moi, ma pratique, c'est d'axer beaucoup, beaucoup sur la pratique du vélo. Donc, je suis ancien triathlète, donc c'est quelque chose qui me parle et c'est quelque chose que j'ai continué à développer. Donc, je fais beaucoup, beaucoup d'entraînement vélo. Moi, pour préparer un UTMB qui va faire 23 heures d'effort, je cours très peu au final. Je cours, ça va représenter, la course à pied représente un tiers de mon entraînement. Je fais un tiers de course à pied, 2 tiers de vélo. Et dans cette course à pied, mes entraînements les plus longs, ça va être 2 heures. Je vais faire un UTMB qui va faire 23 heures, je cours que 2 heures. Donc, je suis dans l'adaptation complète. Par contre, sur mes entraînements course à pied, je vais travailler très spécifiquement, c'est-à-dire sur du travail de foulée, sur du travail de côte. Alors moi, ma côte la plus grande, elle doit faire 15 mètres de dénivelé. C'est monstrueux. C'est pas beaucoup. Je vais la faire en travail de répétition. C'est-à-dire pendant 1h30, je vais me faire des montées-descentes. Je vais travailler plus spécifiquement des choses que je ne peux absolument pas travailler chez moi, c'est-à-dire les descentes. C'est un travail de descente qui va me permettre de faire un petit travail de renfort musculaire, mais aussi d'un travail de visualisation et d'appréhension aussi de la descente. Parce que quand on ne travaille jamais, on se retrouve lancé dans une descente qui fait 1000 mètres de dénivelé. Déjà, on casse des fibres, mais en plus, il faut savoir l'appréhender pour les appuis, pour savoir se lâcher dans les descentes et tout ça. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui est important et c'est toute cette adaptation qu'il est important de faire. Et bien souvent, on retrouve dans les coureurs de plaine des gens qui vont se préparer pour un UTMB, pour une Diagonale des Fous, c'est les deux auxquels je pense, les deux plus connus en France, mais on pourrait dire le Grand Raid des Pyrénées, il y en a plein d'autres. C'est vraiment d'éviter, je vais faire un trail, ultra trail, donc je vais courir. J'habite en plaine, mais je vais courir. Je vais me contenter de courir. En fait, on va très peu travailler sur le côté musculaire. Et en fait, on va se créer des lacunes qui seront… alors, on va travailler sur d'autres points forts, très bien, mais on va se créer des lacunes parce qu'on va arriver en trail de montagne et puis musculairement, on ne va pas tenir le rythme parce qu'on n'aura pas travaillé cet aspect-là. Et je ne pense pas être une exception, mais je pense qu'avant tout, il faut vraiment s'adapter aux conditions qu'on a et mettre en place les choses pour pouvoir performer là où on a envie d'aller courir. Merci Eric. Merci. Robin, est-ce que Eric Clavry est une exception selon toi? C'est vrai qu'à ce niveau, quand même, parce qu'à ce niveau de performance, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il a pu faire. On l'a entendu, que ce soit sur la course de quartier ou surtout, moi, c'est surtout sur le Grand Raid, en fait, qui m'a impressionné à chaque fois. Le Grand Raid de la Réunion, où voilà, sincèrement, là, c'est vraiment je pense que tu ne peux pas faire plus opposé entre la région nantaise et puis le cirque de Mafate. Donc, c'est vrai qu'il est évident qu'il est tout à fait possible d'être performant ou simplement de pouvoir terminer un ultra montagneux quand on habite en plaine. Je pense qu'Eric est aussi une exception, peut-être aussi un peu physiologique. Il a aussi beaucoup de triathlon derrière lui, etc. Donc, peut-être qu'il ne suffit pas de faire de la chaise avec un gilet lesté chez soi pour être aussi fort qu'Eric Clavry. mais oui, il démontre que c'est possible et c'est intéressant parce que moi, c'était un petit peu mon argument. C'est la pratique du vélo. La pratique du vélo, et je dirais, même si on habite en montagne, le vélo, alors déjà peut-être aussi pour faire des heures sans traumatisme, mais aussi pour gagner en puissance et surtout en force. Cette fameuse force qui est de tourner les jambes relativement lentement, ce qu'on va pouvoir retrouver parfois dans des cols montagneux. Et ça, c'est hyper bénéfique. En tout cas, cet effort concentrique, en tout cas pour la montée. Mais voilà, ça va créer quand même une certaine solidité musculaire. Et ça, on peut finalement le travailler, faire du vélo et mettre du braquet, même si on habite à Nantes. Donc effectivement, je pense que c'est une des pistes, mais je laisse les experts donner d'autres pistes. Et je pense que le renforcement musculaire aussi en est une. Le renforcement musculaire, ça me fait tout de suite aller, comme tout à l'heure d'ailleurs, à Flo, qui l'a développé beaucoup. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour le coup, c'est vrai que quand on écoute Eric, on se dit que certes, il fait 2 tiers de vélo, mais la partie renforcement musculaire pour bosser l'excentrique et affronter des dizaines de milliers de mètres d'émoins, comme il a pu faire dans les Pyrénées, ça prend beaucoup de renforcement musculaire, non?
Ouais, je crois que ça prend beaucoup de renforcement musculaire, puis ça prend aussi beaucoup d'années d'antériorité. Et je suis toujours un petit peu partagée, puis prudente quand j'entends Eric qui le dit. Puis alors moi, à un vraiment moindre niveau, mais je me suis surprise à le dire aussi et à ce que ce soit mal compris que pour préparer une diag, j'avais jamais fait une sortie de plus de 2 heures et demie en course à pied. Mais ça arrive après 15 ans de pratique. Il ne faudrait pas non plus que le commun des mortels se dise bah, pour faire une diag, il suffit de courir 2 heures et demie. Tu vois, y a quand même deux façons d'entendre les choses. La première, c'est de se dire, c'est sûr que ça ne sert à rien d'aller courir 6 heures le dimanche si tu veux faire une diag, parce que y a plein de structures qui ne seront pas adaptées, et notamment dans une diag, tu vas beaucoup marcher, donc il faut être en capacité que tes fléchisseurs dorsaux de cheville, par exemple, soient tolérants à la marche. 2 km/h la moyenne, en c'est passant ça. 2 km/h la moyenne de l'ensemble des coureurs à la diagonale. Exactement. Et c'est vrai que encore cette semaine, hein, j'ai eu un patient qui prépare un trail montagneux et qui me dit bah, je vais faire le 56 au Morbihan, donc demain ou après-demain. Parce que j'avais une sortie de 6 heures à faire pour préparer mon trail en montagne. Je dis bah ouais, mais là, on se trompe quand même un tout petit peu de filière et de travail spécifique. Peut-être que tu aurais mieux fait de faire aussi 3 heures de route, mais d'aller dans le Massif central ou au début des Pyrénées, en arrivant de chez moi, pour faire de la marche et de la rando-course en montagne. Donc, il faut toujours faire attention à ces discours de gens expérimentés qui peuvent être parfois mal interprétés par des néophytes ou des personnes qui ont en objectif de faire un trail de montagne et qui se diraient oui, bah, il suffit de courir 2 heures et demie. Il suffit de courir 2 heures et demie quand on a une grande antériorité de pratique, quand on a développé une énorme tolérance musculaire, articulaire, tendineuse, et qu'on y associe d'un travail spécifique de renforcement et effectivement de vélo. Et je trouve que la valeur ajoutée quand même d'être confronté à peu de dénivelé quand on veut faire une épreuve d'ultra-endurance en montagne, c'est que ça crée des espèces de capacités mentales, parce que je suis désolée, pour être capable de monter et descendre une côte qui fait 15 mètres de dénivelé pendant 1 heure et demie, 2 heures, que tu vas la faire 200 fois, franchement, quand tu t'es tapé ça, que tu es en milieu du grand col ferré, bah, tu as l'abnégation et le mental pour aller finir ton col ferré quand même ton grand col ferré de façon honnête, quoi. Donc, ça crée aussi une espèce de résilience, et c'est pareil quand tu vas faire du vélo, tu vas faire du home trainer, tu vas faire 3 heures de home trainer, et ben, tu crées une espèce de capacité d'abnégation mentale qui, cette fois, va te servir dans l'ultra de montagne. Donc, voilà, il faut vraiment prendre tout en considération et se dire quand même, ça, j'en démords pas, que quelqu'un qui habite en plaine, il ne fera pas l'UTMB. Alors, personne ne fera l'UTMB 2 ans après s'être mis à courir, mais encore moins rapidement que quelqu'un qui a l'habitude d'aller randonner en montagne. Il faudra vraiment qu'il développe cette tolérance tissulaire, parce que sinon, la première descente de 1000 mètres de D-, il va avoir une bandelette et puis ce sera fini, quoi. Ludo, toi, tu en as, je pense, rencontré beaucoup. Tu es un grand spécialiste de la Diagonale des Fous. Je ne sais pas si tu en as loupé beaucoup. Je ne sais même pas si tu en as loupé. et je pense, je suis en Bretagne, et en 2019, lorsque j'y étais, j'ai été impressionné par le nombre de Bretons qu'il y a là-bas. Et tu vas me dire si je dis une bêtise, mais je crois que régulièrement, ils sont sur le podium, les Bretons, enfin la délégation bretonne sont sur le podium par équipe de la Diagonale. Ah, exactement. L'année dernière, puisqu'il y a un podium par équipe, ils font 1 et 3, les Bretons. Donc, c'est énorme. Non, en général, les Bretons s'en sortent toujours très, très bien du côté de la Diag, mais c'est aussi des gens qui ne restent pas forcément que s'entraîner en Bretagne. Moi, je persiste à dire que quand tu viens et que tu veux faire de la montagne, il faut y aller, il faut faire des blocs, il faut aussi apprendre à la connaître. On aurait comme ça moins de pépins aussi et moins de grincheux qui râlent, mais ça sera le sujet d'après quand il fait mauvais temps. Mais voilà, je pense qu'il faut… tous les Bretons que j'ai rencontrés et qui sont venus faire la Diag, ils l'ont respecté, la Diag. Ils se sont entraînés. Ils ont essayé de trouver des solutions. Forcément, Eric, c'est un grand champion. Il était déjà très fort en triathlon. Je veux dire, quelqu'un… Quel que soit le sport, quand tu as le moteur,
quand tu es déjà un champion dans un sport, quand tu passes dans un autre sport et que tu travailles fort, tu y arrives forcément, tu as déjà des qualités et physiques et mentales. Donc, c'est vrai que il faut pas tout prendre à la lettre ce que dit Eric. C'est un très, très bel exemple et un super champion. Mais encore une fois, quand on vient faire des courses en montagne, il faut aussi essayer de, quand on a des vacances, si on a la possibilité, venir en montagne, hors cadre course, apprendre à monter, à descendre, à s'habiller. Il y a des mauvais temps, il y a le grain, comme quand on est en mer. Enfin voilà, il faut. Moi, ça me fait toujours un peu peur, tous des coureurs qui disent oh non, mais moi j'ai travaillé que le plat, j'arrive et je viens faire de la montagne, que ce soit à la Diag ou ailleurs. Ça me fait toujours un peu peur pour eux. Hugo, tu conseilles quoi à tous tes amis parisiens, et Dieu sait si tu as des amis parisiens qui veulent aller se frotter à ta montagne? J'ai une petite fanbase quand même à Paris, pas autant que Casquette Verte. Ça y est, on l'a cité une nouvelle fois. Et oui, c'est 6 beau. sur 6. 6 sur 6, je pense. Et non, d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, on va probablement faire un bout de chemin ensemble à l'UTMB. Le duc de Savoie et le baron de Paris seront ensemble au moins jusqu'au Chapieux, je pense. Donc voilà, si certains veulent venir s'amuser du côté de Notre-Dame-de-la-Gorge, on va vivre un bon moment. Et notre Parisien Alex, tu vois, il nous le montre un peu ce qu'il faut faire, enfin pas tout le temps, mais il fait beaucoup de navettes, comme disait Florence, là, dans des allers-retours sur une petite bosse. Alors c'est sûr que mentalement, tu dois devenir une bête féroce, mais je dirais que le conseil, alors le Parisien, il est très très bien loti parce qu'il a le TGV. Ouais. Donc le Parisien, et tu le vois d'ailleurs, je suis allé une fois à Paris, le vendredi soir, tu as les gens en tenue de trail, c'est véridique, tenue de trail sur le quai, prêts à partir dans le TGV, direction Chambéry. Là, ils prennent l'hôtel et le samedi matin, c'est bon, ils peuvent accéder au Bauges, là, pas très loin, ou éventuellement à la Chartreuse aussi. Donc voilà, 3 heures de train, ils sont peinards. Pour se faire des week-end shocks où tu vas accumuler un peu de dénivelé, sans excès, hein, si au début tu débutes. Mais du coup, si tu as l'occasion de partir un week-end comme ça, une fois tous les 2 mois ou une fois tous les mois, pour ceux qui ont peut-être une vie de famille moins prenante ou une famille qui apprécie aussi la montagne, ça peut être vraiment le secret pour que le trailer des villes soit apte à faire des très bonnes performances en montagne. Après, est-ce qu'Éric Clavry est un exemple parce qu'il a un niveau physique qui est tellement élevé, du coup, il passe partout. Donc, je ne sais pas trop si on peut s'en inspirer, mais enfin, il a quand même des bonnes idées. On l'a vu faire du home trainer dans son garage avec une veste polaire pour s'habituer à la chaleur ou des trucs un peu rigolos comme ça. Donc, il est de très bons conseils, Eric, c'est sûr. Maintenant, c'est malheureusement le trailer des villes, s'il peut pas trop bouger à la montagne, va quand même. Et puis même s'il peut bouger à la montagne, va quand même falloir qu'il passe un certain temps, peut-être pas forcément en salle de sport, mais à faire des exercices un peu rébarbatifs chez lui, dans son garage avec quelques haltères et des trucs comme ça. Va falloir que quand il aille faire ses footings, ses runs longs, etc., qu'il fasse un peu de navette dans des bosses pas très longues, forcément un peu rébarbatives, qu'il fasse des fentes sautées, des sauts de grenouille au milieu de sa sortie. Donc, il aura l'air un peu ridicule dans le bois de Vincennes si toutes les 5 minutes, il s'arrête pour faire 10 fentes sautées. Mais c'est comme ça qu'il va y arriver. Donc, il ne faut pas désespérer, même s'il s'est mis des sacrés freins en habitant à la ville, quelle idée saugrenue. Mais il ne faut pas désespérer, il peut y arriver, quoi. On a un petit jingle qui est parti, qui nous signale qu'il faut... J'ai bien vu que j'allais être censuré. Ouais. C'est un début de censure. Moi, je pense qu'on a fait quand même un bon tour sur ce sujet. On retiendra un mot que l'on prononce beaucoup dans cette émission, c'est l'adaptation. Une adaptation est nécessaire. Et puis, Ludo parlait de respect de la montagne, en tout cas pour ceux qui rêvent d'aller courir en montagne sans en avoir nécessairement l'expérience. Donc, respecter la montagne, c'est, je pense, un bon conseil. Merci à tous. Nous nous en tiendrons là pour le moment. Merci à Alexandre et François, les 2 ingénieurs qui ont fondé la plateforme d'entraînement Nolio, de faire confiance à la bande AD+, et de nous soutenir. Je vous invite, chers auditeurs, à aller découvrir et vous familiariser avec Nolio. Et je vous rappelle que nous vous offrons 2 mois gratuits pour essayer cette plateforme Nolio qui utilise notamment
notre ami Hugo Ferrari, ici présent. Pour en bénéficier, il suffit de vous abonner au compte premium avec le code LBAD+. Là, cette fois, plus, c'est tout en lettres, PLUS. Donc, rendez-vous sur nolio.io. Et je vous propose de passer maintenant à la destination de la semaine qui est derrière moi. Arrêt à la station de trail. À la station de trail du golfe du Morbihan, évidemment, où la course à pied en bord de mer apparaît naturelle. Alors, c'est bien de courir au vent sur le GR34 le long du littoral, où passent d'ailleurs les coureurs de l'ultramarin, mais la station de trail permet de sortir des sentiers battus pour aller découvrir les parcours à l'intérieur des terres. Sur les 14 parcours que compte la station de trail, 12 sont situés dans les terres, loin de la concentration touristique qui est beaucoup ici. Notamment, on vous conseille les landes de Lanvaux. Je suis allé me balader cet après-midi et comme dirait Arnaud, le patron de l'Office du tourisme du golfe du Morbihan, on en prend plein les naseaux. Le vent est partout, mais un jour comme aujourd'hui, il est doux, il est chaud, il est iodé, c'est vraiment enivrant et les paysages traversés sont en tout point réjouissants. D'abord, parce qu'il y a un petit côté sauvage, un petit peu partout, bien plaisant, parce qu'on traverse des villages de pierre, on ne peut plus charmant, parce que les terres se mélangent tout le temps à la mer, parce que courir dans un environnement comme celui-là, on ne s'en lasse pas. Audrey, qui m'a fait la visite, conseille le circuit des Pointes de la commune d'Arzon. Dans la commune d'Arzon, porte d'entrée du golfe du Morbihan, c'est le circuit numéro 13, c'est un parcours bleu, donc très accessible, comme la plupart des parcours de la station de trail du golfe du Morbihan. C'est un 13 km sans dénive ou presque, qui longe le golfe par ses pointes. C'est un parcours hyper joueur, pas du tout linéaire. Ça offre plein de surprises au détour de chaque virage. Les pointes, évidemment, ça tourne beaucoup, avec des vues sur les petites îles, la mer qui se défile au gré de la marée, comme j'ai pu voir tout à l'heure, avec des courants incroyables, les bateaux de plaisance, les plattes d'ostréiculteurs également, le moulin de Pencastel, très très mignon. Et puis en face du golfe, un jour de beau temps comme aujourd'hui, vous pouvez le voir derrière moi, c'est vraiment un jour de beau temps, quoi qu'il pleuvait des cordes ce matin, on est quand même en Bretagne. Eh bien, vous pouvez voir contempler la baie de Quiberon et trois autres îles, Belle-Île-en-Mer, Ludo en parlait tout à l'heure, l'île de Watt et l'île de Edic. Il y a un lien terre et mer sans arrêt, je le disais un petit peu plus tôt, dans les paysages, avec par exemple d'un côté les landes de Lanvaux, paysages vallonnés avec une forêt dans laquelle on retrouve des ateliers de trail. Ils ont réussi à trouver une côte de 120 mètres de dénivelé. Alors, Audrey m'a raconté qu'ils ont vraiment cherché longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fouillé dans la forêt pour trouver la côte, celle où on allait pouvoir travailler, et ils l'ont trouvée. Et donc, si vous êtes en Bretagne, vous pouvez aller travailler, faire un travail de côte courte et de côte longue dans la station de trail. Que disais-je? Je parlais de la forêt, et donc je parlais du lien intermer que l'on retrouve également dans la gastronomie, les galettes, les fameuses crêpes et les huîtres, pour ne citer que ça. Quelques hauts lieux dans le coin, il y a le superbe château du domaine de Sucigno, l'île aux Moines et l'île d'Ar, qui sont les deux plus grandes îles du golfe du Morbihan. Audrey adore le village de Bonneau, un village de pierre très charmant, très bucolique, entre Vannes et Auray. C'est un village qui est traversé par une rivière, la rivière du Bonneau. Elle aime aussi le cairn de Guévrinis, un incontournable parmi les sites mégalithiques du territoire. Il y a la ville de Vannes, où je suis présentement. C'est le cœur historique, c'est tout en pierre. C'est vraiment une très, très belle ville. Et Arnaud me racontait que c'est une ville qui est restée intacte pendant la Seconde Guerre mondiale, car la seule bombe qui est tombée sur la ville, elle a eu l'élégance, m'a-t-il dit, de ne pas exploser. La station de trail du golfe du Morbihan, c'est aussi une station 4 saisons, évidemment. On n'est pas comme en montagne, il n'y a pas trop de neige l'hiver, il n'y a pas besoin de fermer les stations. Et puis les activités plein air sont vraiment au cœur, me racontait Audrey, de la stratégie touristique. Ils veulent promouvoir un tourisme santé le plus possible. Donc vous allez retrouver, au-delà des stations de trail, également des stations de marche nordique avec d'autres circuits, juste pour marcher, une station de VTT et un gros développement récent également sur la station de vélo
de type gravel. Au total, il y a 35 parcours répartis un petit peu partout sur le territoire et d'autres sont à venir. Il y a vraiment de quoi s'amuser ici. Pour plus de détails et retrouver notamment tous les parcours de la station de trail du Golfe du Morbihan, je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application OnPiste. L'application vous permet de vous préparer à partir sur les sentiers avec en plus un balisage station de trail, une cartographie précise sur votre téléphone, une géolocalisation évidemment et la possibilité pour ceux qui aiment ça d'avoir un guidage audio. Vous écoutez la bande à des plus. On termine avec une question d'actu. Le 90 km du marathon du Mont-Blanc a été annulé à quelques heures du départ suite à une alerte orange en raison d'un risque de tempête en montagne le week-end dernier. Le préfet a interdit la course. Les organisateurs n'ont eu d'autre choix que d'annoncer l'annulation aux coureurs, dont certains se sont évidemment étonnés. Est-ce que les autorités annulent trop facilement les courses de trail selon vous, alors que je le disais dans le sommaire, les athlètes, nous sommes censés, quand on prend le départ d'une course, être habitués au plein air, savoir courir dans le mauvais temps, mais savoir aussi qu'on peut affronter le mauvais temps. Et puis, autre question, est-ce que les décideurs sont devenus trop frileux pour ne pas prendre trop de risques? Est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison de suivre cette ligne très sécuritaire en sachant que dans le règlement des épreuves, je vais donner la parole à Hugo qui est organisateur et qui aura certainement beaucoup de choses à nous dire là-dessus, la plupart des règlements stipulent qu'en cas d'annulation, eh bien, les participants ne sont pas remboursés ou partiellement remboursés. Comment tu réagis à ça, Hugo? On a réagi dans le groupe WhatsApp de la bande AD+, beaucoup sur cette question et j'aimerais qu'on arrive à condenser ça aujourd'hui parce que c'est une vraie question intéressante et j'aimerais aussi qu'on se mette du côté des organisateurs et pas du côté uniquement de ceux qui bougonnent et qui ne voient que le prisme de leur situation personnelle. Ouais, j'avais fait un petit post sur Facebook pour parler de 2019 où j'avais eu 3 annulations en étant en micro, donc Ludo en a certainement plus sur son palmarès. J'avais eu Samoin où la course avait été arrêtée alors qu'on avait 6 finishers sur l'ultra et les autres étaient dans la forêt. Les barrières s'envolaient à cause du vent, il y avait un orage terrible. On avait eu la Montagnarde, pareil, alerte orange, bon là pas de bol, il n'y a pas eu d'orage, mais bon du coup la course avait été arrêtée quand même. Et on avait eu l'Eventtrail de Roya début novembre, pareil des vents violents, une alerte orange, des arbres qui s'envolent. Le préfet a dit au maire de dire à l'organisateur de ne pas lancer la course. Et là, attention, on était à 10 minutes du départ. Donc c'était un petit peu impressionnant. Du coup, c'est le problème quand on fait du sport de plein air. C'est un souci qui ne se pose pas quand on fait du karaté, parce qu'en général, le gymnase est étanche. Donc, il faut l'accepter, hein, malheureusement. On vit dans une société où on ne veut pas qu'il y ait de mort. Donc, oui, moi j'ai des amis, je n'ai pas envie qu'ils meurent. Donc, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et du coup, on fait attention. Quand on va en montagne, on fait attention. Au-delà du fait qu'on ne veut pas qu'il y ait de mort, on ne veut pas que les gens qui aillent secourir des personnes se mettent en situation dangereuse. Parce que vous pouvez avoir un gars qui vous dit « Ouais, non, mais écoutez, moi, si je me tue en montant le Mont Blanc en tongs, je m'en fiche. » Oui, sauf que quand il va être en situation de danger, finalement, il va quand même sortir son téléphone pour appeler les secouristes et eux, il va falloir qu'ils se déplacent. Parce que le secouriste n'a pas le droit de dire « Ouais, non, mais lui, il me gonfle, je ne vais pas le secourir. » Il ne peut pas dire ça, ce n'est pas dans son ADN, je pense même que ce n'est pas dans son contrat non plus. Donc, c'est un peu délicat parce que la personne qui finalement veut prendre des risques, en fait, elle en fait prendre à d'autres et du coup, ça coince. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait se dire « Oui, mais finalement, le 90 du Mont Blanc, on aurait pu le lancer. » Et puis, comme ça, les coureurs qui avaient peur ne seraient pas partis. Ceux qui n'avaient pas peur, soi-disant, ils auraient pris un peu l'orage et puis voilà, ça les aurait calmés. Ouais, mais qu'est-ce qui se serait passé? Il y en aurait quelques-uns qui auraient fait une hypothermie. Des secouristes auraient dû se mettre en situation dangereuse. Ça se serait peut-être très bien passé. Il y aurait peut-être eu un très gros problème. Certains ne se souviennent pas, mais je crois que c'était en 2003 l'accident du Mercantour où il y a 3 trailers qui malheureusement sont décédés. Alors, j'étais assez petit et assez éloigné du monde du trail à ce moment-là. Donc franchement, je ne peux pas trop parler des circonstances à ce moment-là.
Mais voilà, bah, ça tue. En Chine, on a vu que c'était quand même sacrément parti en cacahuète. Bon, c'était une région éloignée, difficile d'accès, c'est pas le cas de Chamonix. Mais voilà, le risque est un peu présent. Et du coup, quand vous êtes organisateur, bah, même si vous avez envie, vous vous dites, ouais, bah, je vais faire partir la course parce que l'orage, il arrive qu'à midi. Mes coureurs, ils vont courir de 4h à midi. À midi, ils seront soit vers le Buet, soit vers Valorcine, soit vers Émosson. Donc, je vais pouvoir aller les chercher en navette assez facilement. Et puis, comme ça, ils auront quand même un petit peu gambadé dehors. Certains ont pris un peu la pluie, rien de grave, et on va pouvoir gérer ça comme ça. Ça, on aurait pu l'imaginer. Le souci, c'est que quand il y a une alerte orange, vous avez un préfet qui freine un peu des cas de fer, qui du coup, vous freine beaucoup. Et si par malheur, il y a un tout petit incident, bah là, forcément, le préfet vous dit, non mais attends, Coco, oh, moi, je t'ai prévenu, je t'ai dissuadé, t'as forcé la porte, c'est bon, maintenant, c'est tout pour ta gueule. Du coup, bah, ce que vous faites, vous annulez la course parce que on est dans un pays très, très, très procédurier. Et donc, ouais, je comprends qu'ils n'aient pas voulu prendre de risques. Après, moi, je ne suis pas un exemple en termes de gestion de risque et je pense que j'aurais lancé la course, même si je me serais peut-être fait sacrément engueuler et que j'aurais pris des risques, mais parce que je suis peut-être un peu inconscient. Mais en tant qu'organisateur, tu n'aurais pas pu aller à l'encontre de la décision préfectorale de toute façon. Si je sais pas trop. Tiens, Ludo lève le doigt. Peut-être qu'il a une info complémentaire. Ouais, parce que c'est l'info que je vous avais donnée et ce que j'avais eu moi sur le terrain le vendredi soir. Il se trouve que il n'y a pas eu, c'est pas le préfet qui a stoppé la course. C'est l'organisation. Mais si l'organisation ne l'avait pas fait, le préfet aurait certainement. En fait, le préfet a eu la délicatesse de laisser la priorité de l'annonce aux organisateurs. Exactement. C'est les organisateurs qui ont décidé. Et vous avez peut-être vu la vidéo que Fred Bousseau a fait avec Endurance Mag, avec Fred Comte, le directeur de course, qui a mis beaucoup de temps à dire en bureau j'annule la course. Il n'y arrivait pas. Mais c'est vrai qu'il y avait, au niveau du point météo, c'est ce qui les a fait décider, c'est qu'il y avait 3 points vraiment très rouges qui étaient annoncés. C'était 1, des fortes pluies au mètre carré, 2, vents violents entre 80 et 100 km/h, et orage, éclair et grêle sur certains endroits du parcours. Donc, c'est ce qui leur a fait prendre la décision de ne pas faire partie. Le truc de l'intérieur, quand c'est comme ça, Ludo, hein, tu brasses les émotions aussi, j'imagine. Comment ils vivent ça? Raconte aux auditeurs un peu comment les organisateurs comment ils se comportent quand ils sont dans une situation d'urgence, de crise. On parle de crise parce qu'ils savent très bien qu'il y a une communication de crise derrière. Ils savent très bien qu'ils ont des centaines et des centaines de coureurs qui vont demander des comptes. Alors, pour le Club des Sports, pour bien les connaître, hein, ça fait 20 ans que j'anime avec eux. 20 ans, c'est ma course de cœur, le marathon. Quand je suis monté les voir et qu'ils ne m'ont pas laissé rentrer dans la salle, ce qui est une première pour moi en 20 ans, je savais que l'heure était grave. Et après, quand j'ai pu discuter avec Fred, c'était la mort dans l'âme, quoi. Il pensait aux coureurs qui étaient inscrits en 2020 et à cause du Covid, course annulée. Puis après, ils ont un report l'année dernière. Mais au vu de la fin du Covid, le 90 du Mont-Blanc est décalé d'1 semaine. Donc, certains n'ont pas pu décaler leurs vacances et n'ont pas pu courir. Là, ils pouvaient courir en 2022 et l'organisation stoppe la course. Donc, imagine bien qu'il l'a très, très, très mal vécu. Voilà, c'est quelqu'un qui aime le sport et toute son équipe. Et ils ont cherché toutes les solutions pour pouvoir lancer ce 90. C'est une association. Hein, c'était pas possible. C'est une association. Oui, c'est une association. À l'inverse, par exemple, on parle souvent de l'UTMB, et puis ce n'est pas du tout pour leur faire d'opposition ou quoi que ce soit, mais l'UTMB est une organisation professionnelle. Les organisateurs du Marathon du Mont-Blanc sont une association non professionnelle. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, je vais peut-être laisser Robin. J'allais lui donner la parole. J'allais lui donner la parole. En fait, Robin,
bah, tu réagis comme tu le veux, mais tu as réagi fort sur. Je parlais tout à l'heure de notre fil de discussion. Je t'ai senti un peu en colère, en fait, mais surtout toi, vis-à-vis des quelques personnes qui pouvaient éventuellement commencer à remettre en question ou à étudier l'idée que peut-être c'était too much, c'était enfin trop. Est-ce que tu es toujours sur cette ligne-là et est-ce que tu as envie de dire aux gens attention à ce que vous dites dans ce genre de situation en montagne. La montagne est pas facile. Exactement, Nico. En plus, moi, j'étais sur place. Donc, tu vois, comme Ludo, j'ai eu un peu parfois des commentaires. Tu vois, j'ai pu entendre des commentaires à haute voix. Bah, il y a deux choses. Déjà, Ludo l'a dit, les organisateurs, c'est jamais avec énormément de joie qu'ils vont annuler une course. Bah, déjà, ils ont envie que la course se fasse. Il y a des prestataires, il y a des coureurs, il y a des bénévoles, et puis il y a la course, tout simplement. Je pense que c'est un réel bonheur, plaisir d'organiser cette course. Donc, c'est évidemment la mort dans l'âme. On a parfois l'impression que les gens, en fait, ils considèrent que l'organisateur, comme ça, claque des doigts en disant on annule la course. Mais en fait, je ne serais pas étonné qu'il y ait des organisateurs qui craquent complètement, voire même, on l'a déjà vu, qui finalement, l'année suivante, ne font pas la course, presque dégoûtés, dépités de l'annulation. Donc, déjà, c'est une première chose. Et puis, c'est un petit peu comme certains sujets, on va dire un peu de santé là, qu'on a eu depuis quelques années. Il y a des experts, en fait, qui voient le jour, aussi bien sur Internet qu'en vrai. Et puis, c'est des gens qui vont t'expliquer, en fait, que ben non, finalement, ça passait, l'orage, il n'était pas là, etc. Alors, évidemment, les gens sont à Chamonix, ils ne sont pas du tout à l'autre bout du parcours, ils ne sont pas à Émosson, ils ne sont pas en Suisse, ils n'ont aucune connaissance de la météo à l'instant T, mais à un autre endroit. Et puis surtout, il faut quand même imaginer que sur un dispositif comme ça, et encore plus pour les courses, j'ai envie de te dire, à l'UTMB ou tu vois, le Marathon du Mont-Blanc, qui sont quand même des grosses organisations, qui ont beaucoup de monde, beaucoup de participants, et ils le savent, qui ont aussi des gens qui ne sont pas forcément des experts de la montagne. On n'est pas sur, tu vois, j'allais dire la Pika Pika, et encore, tu vois, la Pika Pika, ils ont arrêté la première édition qu'ils ont fait là, avec Antoine Guillon, et encore, tu vois, là, on était quand même déjà un peu plus sur un public montagnard. Donc, ils savent qu'ils ont aussi des personnes qui ne sont pas forcément, on avait une fois parlé du matériel obligatoire, qui ne sont pas forcément très habitués avec le milieu montagnard, avec l'utilisation du matériel obligatoire. Donc, tout ça un peu dans la balance, et ben à un moment, ils vont pas prendre énormément de risques et surtout, ils vont trianguler énormément l'information, demander à réellement des experts, on va dire, de la météo et de la météo en montagne. Voilà, c'est des choses très, très fines. Et à un moment, s'il y a un risque d'orage, il y a un risque d'orage. C'est pas pour faire les malins en disant on est à un trail en montagne, il y a des orages, quoi. Et la preuve en est, à midi, ça a pété à Cham. Ludo, tu étais là. Franchement, moi, j'aurais pas aimé être en montagne, quoi. Et clairement, bah voilà, on va pas refaire l'histoire, mais l'histoire n'a pas eu lieu. Mais clairement, il aurait pu y avoir des gros soucis. On était à 1000 et quelques mètres d'altitude à Chamonix. C'était déjà, franchement, j'étais bien content d'être devant ma pizza au resto. On ne sait pas du tout comment c'était à 2000 mètres, comment c'était en Suisse, etc. Donc, il y a un moment, on voit, c'est ce que tu disais tout à l'heure en introduction, on voit, enfin, certains coureurs, parce que je ne veux pas généraliser, mais certains coureurs voient avec un tout petit prisme, leur prisme personnel, et qui parfois est aussi un petit peu déformé parce que c'est des gens qui ont une grande connaissance de la montagne ou simplement qui sont inconscients, quoi. Et Ludo, d'ailleurs, me disait que les gens ont finalement assez peu râlé. En tout cas, ce que vous avez vécu sur place, il y a eu assez peu de râleurs. Oui. Mais on en prend, tu sais, les râleurs d'une manière générale. C'est plutôt sur les réseaux sociaux qu'on les entend. Et ça a beau être 1%, et ben, c'est toujours un peu ceux qui. C'est ceux qu'on entend le plus. Quoi, tu vois, c'est ça. Ouais, exactement. Et en passant, tu nous as fait un petit teasing pour les épisodes suivants, parce que figure-toi que le sujet sur le matériel obligatoire, c'était un enregistrement pour les émissions de juillet. Donc, restez connectés, vous entendrez ce super sujet en juillet. Mais je comprends que ça se fait un peu perturbant. On a fait des enregistrements pour l'été. Flo, je te donne peut-être le mot de la fin. Je me permets de te poser une question en se mettant du côté coureur. Je parlais tout à l'heure du règlement, on ne l'a pas évoqué. Dans le règlement, souvent dans une situation comme celle-là, on perd. En fait, on a payé et puis on ne court pas et on ne courra pas forcément, à moins de négociations, etc. Et il y a une frustration au-delà de ne pas avoir fait la course, c'est d'avoir dépensé d'investi beaucoup de temps, d'avoir investi beaucoup d'argent, enfin bref, voilà, et de ne pas avoir
le privilège de faire ce qu'on… J'ai du mal à finir cette phrase. Je vais te laisser rebondir là-dessus. Comment on doit se comporter? Comment doivent se comporter les coureurs Cachette et Dossard? Mais tu as raison, quelque part, une fois que tu as épinglé ton dossard, c'est la récompense de plusieurs semaines de préparation, effectivement d'un sacrifice financier. Pour ceux qui viennent de la plaine, d'un ou deux week-ends à la montagne, qui t'a aussi un peu plombé financièrement, du temps que tu as laissé, ou tu as laissé de côté ta famille pour justifier les entraînements, pour aller à cet aboutissement. Donc, c'est sûr que ça génère plein de frustrations. Mais alors, moi, je connais maintenant un petit peu la montagne pour avoir la chance d'y passer tout l'été depuis plusieurs années. Je me suis fait vraiment des grosses frayeurs à 1000 mètres d'altitude, alors que 3 heures avant, rien ne me laissait la possibilité de penser que ça allait mal tourner. Et ça, c'est parce que tu t'es pas renseigné suffisamment auprès des personnes savantes suffisamment tôt sur les conditions qui allaient se passer dans un avenir proche. Donc, moi, j'ai tendance à dire, et je trouvais que le parallèle pouvait être intéressant, c'est quand je suis allée à Madère, on est arrivé au-dessus de Madère, et puis il y avait trop de vent. Et on a tourné pendant une demi-heure. Puis à un moment donné, le pilote a dit écoutez, on déroute sur Tenerife et puis on se pose à Tenerife, on refait le plein et puis on reviendra à Madère. Puis on a 3 options. Soit on a de la chance, il y a moins de vent, on peut atterrir. Soit vous êtes dérouté sur le Portugal, soit on rentre à Paris. Et entre rentrer à Paris et me cracher à Funchal, moi je rentre à Paris tout de suite. Alors c'est sûr que sur l'instant c'est plein de frustration, mais à un moment donné tu as des gens qui ont la responsabilité de personnes et de la vie de personnes, et puis comme le disait Hugo tout à l'heure, qui ont la responsabilité aussi de potentiellement envoyer des scoristes et gérer des personnes qui se sont mises en danger. Donc, je crois qu'il y a des règles. On est un peu à la limite, nous, entre les Européens du Nord qui suivent les règles sur le bout des doigts, et puis les Européens du Sud qui pensent que les règles sont juste là à titre informatif. Peut-être que dans ces cas-là, il faut quand même être un peu Européen du Nord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ludo. Juste un petit mot de Fred Comte, qui est un ami du directeur du Club des Sports, qui m'a dit que effectivement, ils feront leur maximum pour que ceux qui n'ont pas couru soient prioritaires l'année prochaine. Oui, dans le règlement, il est annoncé que le remboursement sera à hauteur de 60%. Et que la course était assurée. Bien sûr qu'il est en bataille avec les assureurs et que ce n'est pas gagné, en tout cas pour eux, ça va prendre du temps, mais qu'en tout cas, il allait faire son maximum et que le Club des Sports n'était pas là pour faire de l'argent sur les trailers. C'est une association. Donc, ils vont faire au maximum. Et s'ils peuvent donner plus de 60%, ils le feront. Voilà, et qu'il est encore désolé pour tous ces coureurs qui, depuis des années, rêvent de faire le 90 du Mont Blanc. Et voilà, et pour terminer, pour moi, comme l'a dit Robin, comme le dit Hugo, aurait peut-être lancé la course, mais voilà, sur le Mercantour, l'organisateur a pris de la prison ferme. En Chine, c'est 21 coureurs qui sont décédés, dont 2 grands champions en moins de 20 minutes, parce que l'hypothermie, ça va très, très vite. Et voilà, et que même si, Robin s'est éclaté sur le duo étoilé, on ne nous avait pas annoncé forcément qu'il y aurait de la grêle sur le parcours pendant le duo étoilé, et c'est ce qui s'est passé pour certains coureurs. Ils ont pris la grêle sur la tête. Donc voilà, c'est la montagne. Il y a un moment, il faut prendre des décisions, aussi dures soient-elles. Il n'y a aucune course qui mérite qu'on perde quelqu'un. Voilà. Et je salue quand même le Club des Sports qui a fait un travail avec tous les bénévoles magnifiques. Merci beaucoup Ludo. Je pense que le message est passé. Et en passant, je félicite Robin pour sa victoire dans le duo étoilé, qui est une nouveauté, 21 km quasiment de nuit avec les frontales en amoureux. Donc, toi, tu étais avec un ami en l'occurrence. Du coup, c'était pas en amoureux. Ouais. Je tiens à le préciser parce que je suis marié, il ne s'est rien passé.
Marié à Marion. La bande à des plus, c'est presque terminé, mais avant cela, je vais faire un ultime tour de table avec vous, rapide, pour vous partager nos coups de cœur ou nos coups de pompe. Coup de cœur ou coup de pompe? Le coup de cœur du coup. Ouais, tu m'as spoilé, tu m'as censuré, Nico, là. Je voulais Pardon finir avec Ludo. Ah non, je m'excuse, je t'ai pas vu. Non, mais tu juste, vois, il y a tu vois, tellement de j'étais- soleil dans cette J'ai- Bretagne que je vois pas mon écran. Ouais, bien C'est un sûr. fond vert, hein, Nico, on le sait. Hein. J'étais assez surpris de voir 60% de remboursement. C'est vraiment pas mal. Hein. Dans la plupart des trails, ce sera zéro. Hein. Donc, si c'est annulé le jour même. Et s'ils font mieux, bah, c'est génial. Et un petit conseil, du coup, pour les coureurs qui, voilà, ça les embête quand même un peu, cette annulation. Il vaut mieux vous inscrire sur des petites courses où il y a un petit peloton de 200 personnes. Parce que du coup, vu qu'il y a beaucoup moins de monde, peut-être on pourra vous lancer la course parce que vous serez plus facile à être réceptionné en cas d'intempérie. Bon, c'est une supposition, mais voilà, si vous adhérez à un gros événement, Où il y a forcément, plein tout de est plus courses gros, les unes à la tout est suite plus des autres de toute démesuré. façon en plus. Et du coup, oui, vous pouvez facilement tomber sous le coup de l'annulation. La semaine d'avant, ils ont annulé des trails dans les Pyrénées parce qu'il faisait trop chaud. Voilà, trop chaud, orage. Bon, ça tape un peu à tous les niveaux, mais il faut se méfier. Ouais. Mais sinon, mon coup Et donc de un cœur, coup de cœur peut-être. mon coup de cœur, c'est pour la course qui a réceptionné des coureurs du 90 du Mont Blanc. C'est vrai, il y a vraiment des gens qui ont fait Le le Grand-Duc de Chartreuse qui a, 33e édition. Vu que c'est le dimanche, en fait, il y a des coureurs qui étaient inscrits le vendredi au 90 du Mont Blanc et qui ont basculé sur le Grand-Duc. Des gens un peu régionaux qui n'avaient pas besoin de repayer des hôtels ou des trucs comme ça, hein, bien sûr. Et mon coup de cœur, en fait, c'est que cette course, mes parents l'avaient fait en relais. Il y a un relais à 5 qui est très, très rigolo. Ça fait à peu près 80 km suivant les années, hein, parce que c'est des fous furieux, les organisateurs. Le parcours change chaque année. Donc ça, si vous êtes organisateur, ça, vous n'avez jamais envie de le faire. Hein. Changer le parcours chaque année, c'est très pénible. Donc eux, ils le changent chaque année. Ils partent chaque année d'un autre village de Chartreuse. Alors bon, en 33 ans, ils ont fait le tour hein, quand même. C'est super classe parce que la première édition, donc je discutais avec un bénévole ancien, forcément. La première édition avait eu lieu en 1985. Donc en 1985, il y a quand même des mecs qui avaient mis des chaussures, je ne sais pas ce que c'était, mais ils avaient mis des chaussures pour aller faire, ça faisait 60 km, il m'a dit, hein, 60 km dans la Chartreuse. En 1985, franchement, il fallait avoir l'idée quand même, il fallait vouloir y aller. On était avant le Grand Raid de la Réunion. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir d'animer cette course qui mélange une équipe de bénévoles anciens, hein, il y a certains qui étaient là depuis le début, et puis des jeunes qui reprennent, là, des personnes du parc naturel régional de la Chartreuse. Donc il y a un super mélange. Voilà, c'était top. On a passé vraiment une bonne journée. Et comme tu disais, Nico, ça fait partie de ce qu'on peut appeler les petites courses où il n'y a pas grand monde au départ. Je crois que sur le grand format, j'ai donné le départ à 250 coureurs. Et ils sont accueillis comme des princes par un ravitaillement gargantuesque. Enfin voilà, tout ce qui fait le sel. Ce genre de course est une course à vivre, je pense, de toute façon. Ouais, c'est ça. Dans ces conditions-là. C'est tranquille, on est super bien servi, accueillis, reçus. C'est vrai que là, les bénévoles, pour le coup, c'est vraiment des gens qui habitent ici, sur le coin. Donc, voilà, ils ont une manière de vous encourager qui est un peu différente. Donc, c'est une bonne adresse, quoi, comme le Grand Raid 73, comme beaucoup d'autres. Merci Hugo. Flo, est-ce que c'est un coup de cœur ou est-ce que c'est un coup de gueule? Toi, tu es plutôt habitué au coup de cœur, pardon. Ouais, exactement. Puis ça va être encore un coup de cœur. En fait, je tenais à saluer les organisateurs d'une course qui finalement va pas vraiment avoir lieu parce que ils sont confrontés à une situation que pas mal d'organisateurs vivent en ce moment. C'est une petite désaffection des inscriptions. Hein. Ça, peut-être que c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, mais très clairement, les courses ne font plus le plein. Et les organisateurs de la Crapahut d'Edahu, qui est une course qui avait lieu dans la fin des années 90 autour de Saint-Jean-d'Aube à Morzine, ils ont voulu relancer cette course-là. Alors, c'est un format un petit peu particulier parce que c'est sur 4 jours, c'est 171 km, pas loin de 10 000 mètres de dénivelé, sans tracé, sans balisage. Donc, il faut faire ça avec la carte. Et ils ont voulu relancer ça cette année. Et faute de participants, ils sont obligés de l'annuler. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'ils se sont dit, si avec le peu de gens qui se sont inscrits, on maintenait une édition off,
qui serait un petit peu le faire-valoir de la prochaine édition 2023 pour refaire des images un peu plus récentes, pour avoir un petit peu de visibilité sur les réseaux, etc. Et je trouve ça hyper généreux que ces bénévoles maintiennent une course off. Et en fait, moi, je me dis que je vais participer à cette course et je suis quasiment sûre qu'à la fin de cette course, je vais revenir avec 25 potes et que ça va être un grand moment de vie parce que forcément, on dort tous, on est tous hébergés au même endroit, etc. Donc, ça va être au-delà d'une aventure de course, ça va être une vraie aventure humaine. Donc, je tenais à leur faire un grand coup de cœur. Coup de cœur passé, et puis en passant, et c'est vrai qu'on reviendra sur ce sujet parce que c'est un sujet important, la présumée des affections auprès des courses. En l'occurrence, l'ultramarin, c'est ce qui m'a étonné tout à l'heure quand on m'a annoncé ça. L'ultramarin a battu ses records. Il n'y a pas eu aucun souci pour vendre l'ensemble des dossards et c'est même encore mieux. Ludo, coup de cœur ou coup de gueule ou coup de pompe, pardon. Ça sera deux coups de cœur. Deux coups de cœur. Ouais, je suis gourmand, mais c'est mon amour des îles de la Mascareigne. Mon premier coup de cœur va sur une course. Ça fait 4 ans qu'on en parle et j'ai eu la chance d'aller donner le premier départ et j'espère emmener Flo, Robin, Nico, Hugo. C'est une course pour vous. J'espère vous emmener l'année prochaine. Ça s'appelle l'Ultramarathon des Cirques. Ça fait 64 km pour 5300 mètres de dénivelé positif et négatif, avec un mur d'entrée où on part de Sillaos et on monte au Piton des Neiges, le sommet de l'île. Puis on va dans le cirque de Salazie, cirque de Mafat, on monte le Taibit à l'envers du Grand Raid et on revient à Sillaos. C'est juste sublime. J'avais annoncé 50% d'abandon sur cette course. Les Réunionnais, parce que là, il n'y avait que des Réunionnais, pour cette première édition, ont vraiment respecté la course. On est à moins de 10% d'abandon. Ils ont vraiment tous beaucoup travaillé, les 700 participants, à pouvoir finir et aller au bout de cette course. Elle est sublime. Et je voulais les féliciter. J'ai passé un super moment avec eux. Et mon deuxième coup de cœur, c'est plus très, très loin. On parlait de la Réunion. C'est l'île Maurice et ça fait partie des sujets d'aujourd'hui. J'ai mon ami Simon Desvaux de Marigny, qui est organisateur et meilleur ultra-trailer mauricien, qui s'est toujours cassé le nez. Ça fait 8 fois qu'il vient à Chamonix, que ce soit pour la CCC, l'UTMB, le marathon. À chaque fois, il a un problème dès qu'il passe au-dessus de 2000, ça ne passe pas. Il ne peut pas s'entraîner chez lui à l'île Maurice, c'est compliqué. Et je sais qu'il a un fort potentiel. Il est entraîné par Pascal Baducci depuis plus de 10 ans. Et cette année, c'est passé en travaillant un petit peu mieux sa course, en gardant un petit peu sous le pied. Et Dieu sait que la course était relevée cette année. Il prend une superbe 24e place sur le marathon du Mont Blanc, premier Master 1. Et enfin, il prouve à tout le monde qu'il avait sa place. Et cette arrivée m'a énormément touché. Et encore une fois, bravo Simon. L'île Maurice était là, présente. Et son arrivée m'a fait chaud au cœur. Fantastique. Tu dois tellement être crevé, toi, à la fin de tes week-ends avec les émotions que tu prends. Robin, coup de cœur, je crois. Oui, coup de cœur. En fait, comme à chaque fois. Pour un jeune coureur. Pour un jeune coureur, un gars qui gère vraiment ses courses, tu sais, à la Antoine Guillon, vraiment aucune prise de risque. Il ne faudrait pas partir trop vite, surtout pas arriver trop vite. Je peux bien sûr parler de Zach Miller, qui est On l'avait reconnu. L'inverse de ce que je viens de dire. Voilà, l'Américain, en fait, pour sa course en Andorre, ce fameux 100 km en Andorre, donc autant te dire qu'en Andorre, c'est une boucherie, hein, c'est comme en Corse, il faut aimer le caillou et puis le gravier. Hein, je déconseille aux coureurs du Grand Raid du Morbihan, je déconseille. Par contre, exceptionnel, il y a cette photo d'arrivée où il finit au sprint, il a la frontale sur la tête, il est 9h du matin. En fait, le mec, ça l'a énervé de retirer la frontale, de la mettre dans le sac. Il s'est dit, je vais perdre 10 secondes, donc c'était pas la peine. Et puis, énorme coureur, j'adore le panache, le culot, voilà, il part à fond, il termine à fond. Et pour la petite histoire, j'ai une petite anecdote assez croustillante. J'ai mangé une raclette avec lui le mois dernier parce qu'il est venu à Annecy
pour la Maxi Race, enfin en tout cas North Face, si on peut les citer, son sponsor, organiser une sorte d'un peu de meeting avec tous les athlètes. Alors ouais, j'ai même 2 anecdotes. Première anecdote, le mec n'a pas de vélo, il utilise le vélo de la copine, enfin de la femme d'un pote. Alors par chance, il faisait à peu près la même taille parce que Zach n'est pas très grand, mais donc il s'est fait des bambées dans les Aravis avec le cadenas accroché à la parce que la nana était partie avec la clé du cadenas, mais il n'y a pas de problème, tu vois, il fait des sorties de 3000 mètres de Divenay avec le cadenas en fait accroché au vélo, donc il pourrait porter le vélo aussi. Ouais, ça le dérange pas. Le mec part en vélo, il y a 18 kilos de bouffe. En fait, tu pouvais nourrir une armée pendant 3 semaines. Et puis justement, un soir, on a fait une raclette chez cet ami. Et en fait, le mec avait tellement mis de raclette, de pommes de terre, que il disait avec son accent, parce qu'il parle très lentement, il était là, where is my raclette? En fait, le mec avait oublié la raclette sous le fromage. Et en fait, il l'a découvert un peu après comme une fève. Le mec, si tu l'invites à manger, ça coûte cher. Ouais. Bon, j'aime beaucoup cette anecdote. Ah, il est exceptionnel, il fait que bouffer et un homme en or, voilà. Et on le verra donc de nouveau de retour sur l'une des courses de l'UTMB l'année prochaine, puisque du coup, en gagnant Andorra 100, il s'est qualifié sur cette première édition de qualification des élites, un sujet sur lequel on reviendra. Puis je pense que vous pouvez écouter le podcast d'Hugo sur la question. Alors j'avoue, je ne l'ai pas encore écouté, mais c'est mon prochain sur la liste. Je termine avec un petit coup de cœur. J'essaie de faire vite pour la Québécoise Marianne Hogan. C'est une athlète que je suis depuis un certain temps. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je l'avais pronostiqué d'ailleurs vainqueur c'était un peu ambitieux et c'était le cœur qui parlait de la Western States, mais il se trouve qu'elle a fait quand même le podium. 3e place. Elle était attendue par pas grand monde, on ne va pas se mentir. Marianne, c'est une coureuse qui a appris à Boulder dans le Colorado à la fin de ses études. Elle a couru avec les plus grands. Elle a des compétences qui sont folles et malheureusement, après avoir fait quelques très très bons résultats, elle s'est, notamment aux États-Unis, elle s'est blessée, elle s'est pété les jambes en courant, en accrochant une souche et elle a été à l'arrêt pendant quasiment 3 ans. Elle a disparu de la circulation, plus de côte, ni rien du tout. Et elle est revenue à l'Ultra Trail Arikana du Canada en septembre dernier, où elle a fait une 2e place en se tordant la cheville 12 milliards de fois et en faisant. Elle était 2e overall quand elle s'est blessée. Et elle a quand même terminé 2e fille, 5e overall. Elle a fait 2e à Cape Town. Elle a remporté la Bandera et là, elle vient avec toute sa classe faire un podium à la Western States. Elle sera à l'UTMB pour un enchaînement un peu foufou, d'autant qu'elle a quand même pris cher. C'est difficile, mais on en reparlera certainement dans le courant du mois d'août. Je la vois bien réaliser quelque chose aussi à l'UTMB. C'est un gros coup de cœur pour cette fille, cette athlète formidable avec un sourire à la Courtenay, différent. Elle a son genre, elle est toute petite. C'est une bombe d'énergie. Je vous recommande d'écouter tous les podcasts des copains qui l'ont reçu. Je pense notamment à Course épique de Guillaume Lalu. Vous allez vous rendre compte de qui est ce petit bout de femme-là et qui vaut vraiment elle vaut vraiment le détour et de la suivre. Voilà, c'est fini. C'est la fin de cette 6e émission de la Bande AD+. Un gros merci à tous les 4, Ludovic Collet, Hugo Ferrari, Florence Morisseau et Robin Schmitt. Merci d'avoir été là, les amis. Merci. Salut. Salut tout le monde. La Bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus aujourd'hui en direct de Vannes avec le port de Vannes juste derrière moi. Je suis Nicolas Fréré. J'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Donc aujourd'hui en direct du village de l'Ultramarin à Vannes. Les courses débuteront dès demain. Un grand merci à nos partenaires, les partenaires officiels de la première saison de la Bande AD+. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail, tout particulièrement aujourd'hui à la station de trail du Golfe du Morbihan, que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application On Piste. Le design sonore de la Bande AD+, est signé Lucas Aska Hennessy.
Le logo de la bande AD+, a été réalisé par Nancy Letourneau et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Des Bosses et des Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance, en direct depuis Montréal à Québec par les productions Arborescence. Il y a eu des petits couacs, mais vous ne nous en voudrez pas. Merci à Nico Rodi qui était aujourd'hui aux manettes. Et merci à vous, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre de plus en plus nombreux. Ça nous fait chaud au cœur. On se retrouve dans 15 jours. L'épisode a été enregistré, je l'ai souligné tout à l'heure, mais vous allez voir, il est fort sympathique. À plus dans la bande AD+, et bon week-end à tous.